Tourelle déployée, 50 mètres, 4 minutes, 7 tigres en flammes. Ukraine, été 1943. Tôt le matin, brouillard sur un champ de tournesol où une bataille avait eu lieu la veille. Un char soviétique solitaire se dressait à la lisière de la forêt. Sa tourelle était tournée vers l'arrière, à 180 degrés. Les Allemands l'avaient aperçu la veille au soir. Un char hors d'usage, supposèrent-ils. L'équipage était mort ou avait réussi à s'échapper. Cela arrive systématiquement. La tourelle est mise en rotation par l'explosion d'un obus qui touche leur atelier à munitions. 12 tigres sont passés à côté de ce char, à une distance de 50 mètres. Ils n'ont pas tiré. Pourquoi gaspiller un obus sur un tas de ferraille? Et alors, les 34 prirent vie. En 4 minutes, 7 chars allemands furent réduits en cendres. Les autres firent demi-tour et s'enfuirent, écrasant leur propre infanterie sous leurs chenilles. Comment est-ce possible? Pour comprendre, il faut remonter 1 mois en arrière, à l'atelier de campagne de la brigade blindée, à l'homme qui a vu ce que d'autres considéraient comme impossible. Cet homme s'appelait Grigori Burda. Grigori Ivanovitch Burda, 28 ans, sergent-chef, commandant de char T-34, 3e bataillon, 121e brigade blindée. Il est né à Poltava. Son père travaillait dans un silo à grains et sa mère était institutrice. Grigori avait 2 frères cadets. Tous 2 sont morts durant la première année de la guerre, l'un près de Kiev, l'autre près de Kharkiv. Sa mère a reçu 2 avis de décès, à 1 mois d'intervalle. Après le second, elle a cessé de sortir de chez elle. Burda lui écrivait chaque semaine, même s'il savait que ses lettres n'arriveraient probablement jamais. Il parlait du temps qu'il faisait, de ses camarades, de la fin imminente de la guerre. Jamais des combats. Avant la guerre, Grigori travaillait comme contremaître dans une usine de tracteurs. Il a passé 6 ans à réparer des machines. Il connaissait chaque vis, chaque joint. On disait de lui qu'il avait des mains d'or. Il pouvait construire un tracteur à partir d'une épave rouillée qui labourait mieux qu'un œuf. Ses mains lui sauveront la vie. Plus d'une fois. Je suis arrivé au front en 1942. J'ai été immédiatement affecté à des équipages de chars. J'étais spécialiste après tout. D'abord comme conducteur mécanicien, puis comme chef de char. Non pas par bravoure, mais par intelligence. Je savais réfléchir. Burda se souvenait de son premier combat dans les moindres détails. Juillet 1942, près de Voronej. Il était aux commandes de son T-34, les mains tremblantes, incapable de passer les vitesses. Le commandant cria « En avant, mécanicien! En avant !» Il regarda dans son triplex et vit 2 de nos chars en flammes. Il vit un homme sauter de l'un d'eux, enveloppé de flammes. Il courut. Il tomba. Il ne se releva pas. Alors Grigori comprit. Un char n'est pas un tracteur. On ne répare pas de la ferraille là. On est assis dans un cercueil, sur roue. Après cette bataille, il resta 3 jours sans manger. Il ferma les yeux et revit le camion-citerne en flammes. Mais je m'y suis habitué. Tout le monde s'y habitue. Ou alors ils deviennent fous. Ou alors ils meurent. Il n'y a pas le choix. Burda avait une personnalité singulière. Ses camarades disaient de lui qu'il était discret. Il pouvait rester silencieux toute la journée. Il travaillait et restait silencieux. Mais quand il prenait la parole, on l'écoutait. Car il ne gaspillait pas ses mots. Si Burda disait quelque chose, c'est qu'il y avait bien réfléchi, qu'il avait mûrement réfléchi. Il avait l'habitude d'observer tout. Les Allemands, les siens, le matériel. D'autres s'endormaient après la bataille. Burda arpentait le champ de bataille. Il examinait les chars détruits, les nôtres et les Allemands. Il étudiait les impacts. Il notait dans son carnet d'où venaient les tirs, où ils avaient touché, s'ils avaient pénétré ou non. « Que surveillez-vous » demanda son tireur, Semyon Kovalchuk, un jeune soldat des environs de Soumy. « Les chars détruits sont détruits. »« Dead Tank, c'est un manuel » répondit Burda, écrit avec du sang. Il faut savoir le lire. Grigori avait une peur. Pas la même que tout le monde, la peur de la mort. Non, une autre peur, celle de commettre une erreur, de prendre la mauvaise décision. Et qu'à cause de lui,
Des gens meurent. Son équipage. 4 personnes dépendaient de lui. 4 vies. Petro Gonchar, mécanicien chauffeur, est un gaillard de Jytomyr. Ses mains sont comme des pelles. Il pourrait sortir un char d'assaut d'un marécage à lui seul. En temps de paix, il était forgeron. Il est marié et père de 3 enfants. Je n'ai jamais vu le plus jeune, âgé de 2 ans, avant qu'il ne soit immédiatement mobilisé pour le front. Semyon Kovalchuk, canonnier de 21 ans, rêvait de devenir instituteur après la guerre. Il gardait une photo d'une jeune fille dans la poche de sa tunique. Il la lui montrait rarement. Il la conservait précieusement. Ivan Matveyev, chargeur, était un ancien mineur du Donbass. 35 ans, le plus âgé de l'équipe. Il parlait peu, mais allait droit au but. Lorsqu'il buvait du schnapps volé, il chantait des chansons ukrainiennes. Sa voix était cristalline. L'opérateur radio Andrei Lizitsky était moscovite. Il avait 23 ans. Avant la guerre, il travaillait dans une usine de radio. Il portait des lunettes et les nettoyait constamment. Dans le char, ses lunettes s'embuaient et il n'y voyait plus rien. Pourtant, il était le meilleur opérateur radio du bataillon. Burda avait peur pour eux, pour chacun d'eux. Grigori n'avait presque rien de personnel. Une veste de rechange, 2 slips, une cuillère en aluminium et une vieille photo de sa mère d'avant la guerre. Elle souriait dessus. Burda gardait cette photo dans la poche intérieure de sa tunique, près de son cœur. Quand les choses se compliquaient, il la sortait et la regardait. Ça le réconfortait. Il y avait aussi un talisman, un morceau de tracteur. Plus précisément, un fragment de bague en bronze du tout premier tracteur que Grigori avait assemblé à l'usine. Lorsque le tracteur fut mis hors service, Grigori en découpa un morceau en guise de souvenir. Il le garda avec lui. Il se disait « Tu as réussi à transformer de la ferraille en une machine qui laboure la terre. Tu peux t'en sortir vivant, toi aussi. » Burda était d'un calme imperturbable avec ses camarades de bataillon. Il n'était pas excessivement chaleureux, mais pas timide non plus. Il le respectait. Pour son intelligence, pour son dévouement envers son équipage, pour sa force au combat, pour son sang-froid, pour sa réflexion. Le commandant du bataillon, le major Kravchenko, a dit un jour « Burda, tu aurais pu aller plus loin. Tu es intelligent. Pourquoi ne tentes-tu pas ta chance ?» Grigori réfléchit et répondit « Camarade major, je suis tankiste. Un bon tankiste. Si on me met à rédiger des rapports, ce sera moins utile. Mais en temps de guerre, chacun doit faire ce qu'il sait faire de mieux. » Kravchenko a ri. « Vous êtes philosophe, Burda. Je suis mécanicien, camarade major. » Mais au fond de lui, Grigori savait autre chose. Il ne voulait pas commander un grand nombre d'hommes, car lorsqu'il y a beaucoup d'hommes, il est inévitable que quelqu'un meure. Et il ne voulait pas être responsable de la mort d'autrui. 4 personnes, son équipage, pouvaient encore être sauvées, avec suffisamment d'efforts, avec de la réflexion, avec la ruse de l'ennemi. Burda avait une autre particularité. Il voyait les choses différemment des autres. Un jour, c'était en mai, après la bataille de Kovpakovka, le mécanicien Gonchar a dit « Commandant, regardez, Fyodorov n'est pas revenu. C'est la 3e voiture cette semaine. » Burda regarda le champ fumant. « Ils se tiennent au mauvais endroit, a-t-il dit. »« Qui est absent ? » ?»« Voilà, on est tous au mauvais endroit. Les Allemands savent où on va, c'est pour ça qu'ils tirent. Mais l'ordre est de prendre des positions défensives en bordure de forêt. L'ordre est de prendre des positions défensives, mais il ne précise pas où exactement, en bordure de forêt. » Burda plissa les yeux. Il faut réfléchir. L'ennemi réfléchit aussi. Il faut avoir toujours un coup d'avance. Depuis que Burda a décidé de son emplacement, il n'a jamais placé le char là où c'était logique. Un peu à gauche, ou un peu plus loin, ou dans les buissons, même si c'est moins pratique. Mais c'est plus dynamique. L'équipage l'avait compris, et il leur faisait confiance. Le soir, dès qu'il avait un moment de libre, Burda aimait s'asseoir près du char. Juste s'asseoir, regarder les étoiles, ou l'horizon, ou le néant.
Kovalchuk a un jour demandé « Commandant, à quoi pensez-vous » ? « À propos de chez moi, » répondit Bourda. « À propos du retour après la guerre. Je serrerai ma mère dans mes bras. Peut-être que je retrouverai du travail à l'usine, ou alors j'ouvrirai mon propre atelier. Je réparerai des tracteurs, des machines paisibles. Survivrons-nous ? » Bourda regarda le jeune artilleur. « On va essayer, Sémione. On va vraiment essayer. » Mais cela devenait de plus en plus difficile chaque jour qui passait, car les Allemands avaient mis au point une nouvelle tactique, et les chars soviétiques brûlaient. Ils brûlaient chaque jour, l'un après l'autre. Bourda l'a vu, il l'a noté, il y a réfléchi, mais je n'ai pas trouvé de solution. Jusqu'à ce jour, le jour où il vit quelque chose qui changea tout. Cela a commencé en juin 1943. La brigade fut redéployée sur un nouveau secteur du front au sud de Kharkov. Le terrain est dégagé. Champs, clairières et ravins. Un terrain propice au combat de chars. Mais seulement si l'on a l'avantage. Mais il n'y avait aucun avantage. Les Allemands avançaient, méthodiquement, brutalement. Ils progressaient sur un large front avec des chars lourds en tête. De nouveaux véhicules, des Tigres et des Panthers. Bourda aperçut un Tiger pour la première fois le 8 juin, de loin. Le véhicule traversait un champ, la terre tremblant sous ses chenilles. Énorme, trapu. Le canon ressemblait à une bûche. « Quelle machine !» murmura Gonchar. « Waouh !» a renchéri Kovalchuk. Bourda gardait le silence. Il regardait à travers le périscope du commandant. Il comptait. Le Tigre était à environ 1 kilomètre, peut-être un peu plus loin. « On peut la voir, commandant » demanda Kovalchuk. « On peut essayer » répondit Bourda, « mais il est peu probable que nous y parvenions. Son blindage fait 80 mm d'épaisseur à l'avant et 100 sur les côtés. Avons-nous une coquille ? On approche les 50, 60 au maximum. » Silence dans le réservoir. « Donc, on ne l'emmène pas » a précisé Gonchar. « De loin, non. Il faut s'approcher, tirer sur le côté ou sur la poupe. » « Va-t-il nous emmener ? » ?»« Ça résistera, » dit Bourda d'un ton sec. « À 1 kilomètre de distance, de part en part. » Ils ne durent leur survie à ce combat que parce que le Tigre fut distrait par un autre char, celui du lieutenant Morozov. Le T-34 de Morozov surgit de derrière une colline et tira 3 obus sur le flanc du char allemand. 2 des obus ricochèrent. Le sort du 3e reste inconnu. Le Tiger riposta 5 secondes plus tard. L'obus transperça le Morozov de part en part. Le char ne prit pas feu. Il s'immobilisa simplement. Personne ne sortit de la trappe. Bourda l'a vu. Il a vu Morozov se sacrifier pour qu'il puisse s'échapper. Et ils sont partis, en sens inverse, par-dessus la colline. Le soir, Bourda était assise près du feu et ne parvenait pas à se réchauffer, malgré la chaleur du mois de juin. Le sergent-major Petrovitch, un vieux tankiste, il avait déjà presque 50 ans, s'assit à côté de moi et alluma une cigarette. « Avez-vous vu comment Morozov a été brûlé ? » ?»« Si. C'était un bon gars, de Minsk, femme, fille. » Petrovitch tira une bouffée. « C'est le 8e char en 2 semaines. Le 8e, Grisha. »« Je sais. »« Comment ça ? Explique-moi, petit malin. On ne se bat pas moins bien que les Allemands. On est plus courageux, on est plus féroce, et ils nous réduisent en miettes. Un tigre et 3 des nôtres. » Bourda regarda le feu. « L'armure, dit-il doucement. Leur armure est plus épaisse. Et ils ont une arme à plus longue portée. Techniquement, ils sont plus forts. » « Alors, allons-nous tous brûler ? » ?»« Je ne sais pas, sergent-major. Je ne sais pas. » Petrovitch cracha sur le côté. « Trouve-les, Grigori. Tu es intelligent. Trouve un moyen de les combattre, avant que nous ne mourions tous. » Mais Bourda l'ignorait. Comment combattre une machine qui vous repère 1 kilomètre avant vous et vous tue 1 kilomètre avant vous ? Et les réservoirs continuaient de brûler. Le 10 juin, l'équipage du lieutenant Sokolov périt. C'était un jeune commandant, tout juste sorti de l'académie. Il avait 22 ans. Un garçon jovial, passionné de guitare. Il chantait le soir. Sokolov fut touché de plein fouet.
Un panthère tiré à 800 mètres. Un seul coup. L'obus perça le blindage, traversa le compartiment de combat et ressortit par l'arrière. Il n'y eut aucun survivant. Burda a aidé à sortir les corps. Ils en ont sorti 3. Le 4e, l'opérateur radio, n'a pas été retrouvé immédiatement. Le reste a été rassemblé dans une bâche. Grégory se souvenait comment, 3 jours auparavant, Sokolov lui avait montré une photo de sa fiancée. « Je me marierai après la guerre, dit-il. Nous sommes déjà d'accord, elle m'attend. » Je n'ai pas attendu. Le 13 juin, l'équipage du sergent-major Gorbounov reçut un tir direct sur la tourelle. Celle-ci fut arrachée de son anneau et projetée à 10 mètres sur le côté. Le char brûla pendant 2 heures. Impossible de l'atteindre, les munitions explosaient. Gorbounov était marié. Il avait un fils de 14 ans. Burda le savait car Gorbounov lui montrait des lettres. Le fils écrivait « Papa, bats les fascistes. Quand je serai grand, j'irai me battre aussi. » Maintenant, il va partir. Seul. Sans père. Le 15, 2 chars simultanément. Le lieutenant Kovalev et le sergent Dubov. Ils tombèrent dans une embuscade. Les Allemands les laissèrent s'approcher à moins de 300 mètres et ouvrirent le feu depuis les buissons. 4 Panthers contre 2 T-34. Ils tinrent bon 1 minute, peut-être 1 minute et demie. Kovalev parvint à s'échapper. Il sortit par la trappe du conducteur. Il était entièrement brûlé, son bras gauche était en lambeaux. Il courut rejoindre ses camarades. 2 jours plus tard, il mourut à l'infirmerie, des suites de la douleur, d'un choc et d'une septicémie. Burda veilla à son chevet durant sa dernière nuit. Kovalev se débattait, pris de délire. Il criait « Replions ! Mécanicien, marche arrière ! Ils nous encerclent !» Puis il se calmait et murmurait « Je suis désolé, maman, je n'ai pas pu. » Vers le matin, Kovalev devint complètement silencieux. Grégory sortit de la tente. Il faisait jour. Les oiseaux chantaient. Au loin, un grondement se fit entendre. Une bataille faisait rage. Magnifique matinée. Des gens meurent, mais la matinée est magnifique. Burda s'assit par terre et se couvrit le visage de ses mains. Il n'a pas pleuré. Il est resté assis, longtemps. Puis il se leva et alla vers son char. L'équipage était déjà réuni. Gomchar bricolait le moteur. Kovalchuk nettoyait le canon. Matveyev vérifiait les munitions. Lizitsky installait la radio. Ils étaient vivants. Toujours vivants. Combien de temps, pensa Burda. Le 17 juin fut le jour le plus terrible. La compagnie partit couvrir l'infanterie. 8 chars, 8 équipages, 32 hommes. Les Allemands les rencontrèrent en terrain découvert. 12 véhicules, des Tigres, des Panthers et des Panzer IV. Ils étaient positionnés en hauteur et bénéficiaient de tous les avantages. « Compagnie, attaque !» ordonna le commandant de la compagnie, le capitaine Sidorenko. Que pouvait-il ordonner d'autre? Replier, exposer l'infanterie. Rester, exposer les chars. Avancer seulement, sous le feu ennemi. Peut-être y arriverons-nous. Je n'ai pas pu passer. La première salve allemande toucha 3 véhicules simultanément. Un char prit feu instantanément. Ses munitions avaient été atteintes. L'explosion fut si violente que la tourelle fut projetée dans les nuages. Le 2e char s'immobilisa. Les occupants s'enfuirent en hâte, 2 parvinrent à s'échapper. Le 3e tenta de faire demi-tour. Il encaissa un second obus. Il s'immobilisa complètement. Burda vit le commandant du 3e char, le sergent-chef Komarov, originaire de Smolensk, ouvrir la trappe. Il en sortit à moitié. À cet instant, une rafale de mitrailleuses allemandes le cribla. Komarov retomba à l'intérieur du char. 30 secondes de combat. 3 véhicules. « Écartez-vous » cria Sidorenko. « Zigzaguez, ne nous laissez pas viser !» Gonchar fit pivoter le char du mieux qu'il put. À droite et à gauche, le sol explosa tout près. Des obus sifflaient au-dessus de leur tête. Burda a ordonné « Artilleurs, extrême gauche, perforant !»« Je vois !»« Feu !» Coup de feu. Recul. La douille est tombée avec un bruit métallique. « Raté !» souffla Kovalchuk.
Bien sûr, c'est raté. 800 mètres. Le char tremble. Comment faire pour l'atteindre? Et les Allemands visa calmement. Ils restèrent immobiles. Le 4e char soviétique s'immobilisa. Le 5e prit feu. L'équipage sauta en parachute sous le feu ennemi. L'un des hommes fut abattu sur le champ. Le second courut, tomba et rampa. On ignore s'il survivra. Le 6e char, celui de Sidorenko, fut touché sur le flanc. Il s'immobilisa. La tourelle pivota lentement. Il tira de nouveau, puis un autre impact. De la fumée s'échappa de la trappe. 7 véhicules sur 8 ont été détruits, en 3 minutes. Il ne reste plus que Bourda. « Commandant, il faut partir !» hurla Gonchar. « Il pue tout le monde !»« On s'en va !» acquiesça Bourda. « On couvrira ceux qui ont sauté. Marche arrière ! Fumée !» Lisitsky lança des grenades fumigènes. Un nuage gris enveloppa le char. Gonchar actionna les leviers et le véhicule commença à reculer. Les Allemands tirèrent dans la fumée. Des obus tombèrent à proximité. L'un d'eux frappa si près que le char fut projeté en l'air. La tête de Bourda heurta le blindage. Il perdit connaissance. Mais Gonchar ne s'arrêta pas. Il rampa en arrière, mètre par mètre. Nous sommes sortis, derrière la colline. Nous avons cessé de tirer, aucune cible. Bourda releva la tête. Du sang coulait sur son front. Il s'était blessé gravement. « Vivant ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Nous sommes vivants, commandant », répondit Gonchar. « Ils sont intacts », a déclaré Kovalchuk. Matveyev gardait le silence. Assis sur le sol du compartiment de combat, il respirait bruyamment. Lisitsky fumait, ses mains tremblaient. Ils étaient vivants. L'un des 32. Ce soir-là, ils ont fait le bilan des pertes. Sur les 7 chars détruits, les équipages ont réussi à en évacuer 3. Ils ont été remorqués par des tracteurs. Les autres ont été laissés à brûler dans le champ. Victimes, 16 membres d'équipage du char ont été tués. 5 autres ont été blessés, dont 3 grièvement. Le capitaine Sidorenko a survécu, brûlé, mais vivant. Ce soir-là, Bourda lui a rendu visite au bataillon médical. Le commandant de compagnie était allongé là, bandé jusqu'au coude. Il fixait le plafond. « Grigori, dit-il d'une voix rauque, nous ne pouvons pas combattre comme ça, tu comprends? Nous ne les vaincrons pas comme ça. Je comprends, camarade capitaine. Ils nous massacrent sous leurs yeux comme des poulets. Nous ne sommes que des cibles sur un champ de tir pour eux. » Bourda resta silencieux. Que dire? Sidorenko tourna la tête et regarda Bourda. « J'ai entendu dire que tu étais intelligent, un penseur. Peut-être pourrais-tu avoir une idée? Je suis mécanicien, camarade capitaine, pas stratège. Les stratèges siègent au quartier général. Et alors, à quoi bon? » Sidorenko grimace. « On n'a pas besoin de stratèges. On a besoin de gens capables de trouver un moyen de survivre. Trouvant un, Bourda, avant qu'on soit tous tués. » Grigori quitta le bataillon médical. Il faisait nuit. Des étoiles. Le silence régnait. Il se dirigea vers son char et pensa « Quoi? Comment pouvons-nous les combattre? Ils ont un blindage, nous ne pouvons pas le percer. Ils ont un canon, ils nous auront en premier. Ils ont une position, ils ont une meilleure vue. Que dois-je faire? » Je ne savais pas. Le lendemain, Bourda demanda au commandant du bataillon l'autorisation de se rendre sur le champ de bataille pour inspecter les véhicules détruits. Kravchenko fut surpris, mais il ne refusa pas. « Allez-y, vous y trouverez peut-être quelque chose d'utile. » Grigori emmena Gonchar avec lui. Ils partirent en camion. Le champ de bataille les accueillit dans le silence. 7 carcasses calcinées, les squelettes noirs de chars. À proximité, des cratères, des douilles et des fragments de blindage. Bourda passait d'un véhicule à l'autre. Il observait. Les impacts de balles étaient partout. Presque tous se situaient à l'avant ou sur le côté. Les Allemands tiraient calmement et avec précision.
Ils atteignaient leur cible, c'était certain. Le potier suivait en silence. Grigori s'arrêta près du char de Komarov. Le véhicule était stationné en biais. La tourelle était légèrement tournée sur le côté. Visiblement, le tireur tentait de viser l'ennemi dans les dernières secondes. Il n'en eut pas le temps. « Regardez, dit Burda. Il y a un trou à l'avant. L'obus a traversé. Ils auraient pu toucher le côté, le blindage y est plus fin. Mais ils ont touché l'avant. Et pourtant, il a traversé. » « Ils ont un grand pouvoir, murmura Gonchar. « Oui, puissant. » Burda fit le tour du char. « Et regardez l'arrière, vous voyez ?»« Quoi ? Pas un seul trou, pas même une bosse. Mais personne ne tire par derrière. » Les Allemands étaient devant. « Exactement, » dit Burda d'un ton traînant et pensif. « Personne ne tire par derrière. Parce qu'au combat, l'arrière d'un char est toujours face à ses propres troupes. Ou à l'arrière. Donc, et si Grigori se tut? Il regarda le char, la tourelle, puis se tourna sur le côté. Ensuite, son regard se porta sur les positions allemandes. La colline. Il tirait de là. Quelque chose s'est agité dans ma tête, une pensée, informe, insaisissable. « Et si » répéta-t-il avant de se taire à nouveau. « Commandant, qu'est-ce qui ne va pas » demanda Gonchar, inquiet. Burda secoua la tête. « Rien, allons-y. » Mais cette pensée le hantait. Il resta silencieux tout le long du chemin du retour. Gonchar n'osait pas poser la question. Ce soir-là, Grigori était assis près de son char, seul. Il contemplait sa machine. T-34, tourelle, canon de 76 mm. Blindage frontal, 45 mm. Blindage latéral, 40 mm. Blindage arrière, 40 mm. 40 mm. Un char Tiger allemand peut perforer ça à plus de 2,5 km de distance. Comme du carton. Mais il tire rarement sur la poupe, parce qu'il faut d'abord y arriver. Et quand on y arrive, on est déjà abattu. Et si... Burda se leva. Il s'approcha du char. Il passa la main sur la tourelle. Elle pivotait, 360 degrés. Elle pouvait tourner vers l'avant. Elle pouvait tourner vers l'arrière. Elle pouvait tourner sur le côté. La tourelle est généralement orientée vers l'ennemi. Le canon fait face à l'ennemi. La poupe est tournée vers les forces amies. Et si c'était l'inverse ? Non, c'est absurde. Quelle ineptie. Pourquoi tourner l'arme dans la direction opposée à l'ennemi ? Mais cette pensée ne s'est pas dissipée. Grigori se souvenait d'avoir observé les chars détruits aujourd'hui. Beaucoup avaient leur tourelle inclinée, figée dans son dernier mouvement. Et les Allemands, passant par là, n'avaient même pas daigné tirer. Pourquoi ? Le char était hors de combat, mort, frappé. Et si elle n'était pas abattue ? Et si elle faisait semblant ? Burda sentit son pouce accélérer. Technique de chasse. Mon père m'a appris à chasser le tétra. Reste immobile, ne bouge pas, fais comme une souche. Et quand l'oiseau est vraiment tout près, c'est là que tu tires. Faire semblant d'être mort. Mais comment est-ce possible ? Le char n'a aucun impact. L'équipage est sain et sauf. La tourelle est intacte. Arrêt. Tour. Tour déployé. Chaque char détruit qu'il avait vu avait sa tourelle pointée dans tous les sens. Sur le côté, en arrière. Jamais droit devant. Car lorsqu'un obus frappe le compartiment de combat, la tourelle est souvent retournée par l'explosion. Ou bien le tireur avait peut-être tenté de viser une cible et s'était figé en plein mouvement. Les Allemands le savaient. Une tourelle retournée était le signe d'un véhicule endommagé. Et si je retournais la tourelle exprès, en arrière, 180 degrés, et que je m'immobilisais, que je faisais le mort, les Allemands passeront leur chemin, ils penseront que ce n'est qu'un cadavre de plus. Pourquoi gaspiller un obus sur un mort ? Et puis, vous pouvez alors les frapper dans le dos, à l'arrière. Le blindage y est fin. Vous pouvez même percer le blindage d'un tigre à cet endroit. Mon cœur battait la chamade, mes mains tremblaient, exactement comme lors de ce premier combat.
Mais cette fois, non pas par peur, mais par excitation, par compréhension. Ça va marcher, pensa Burda. Ça doit marcher. Il contempla le ciel nocturne, les étoiles, la Voie lactée. Quelque part là-bas, dans cette villa, se trouvait sa mère, son foyer, la paix. Mais ici, c'était la guerre, et il venait de trouver le moyen de déjouer la mort. Il ne reste plus qu'à en convaincre les autres, et le mettre à l'épreuve, bien sûr, au combat, pour de vrai. Et si je me trompais, me suis-je demandé? Et si ça ne marchait pas? Et si j'envoyais des gens à la mort? Burda serra les poings. Non, il n'a pas tort. Il a vu, il a compris. Ça marchera, ça devrait marcher. Sinon, ils brûleront tous, l'un après l'autre, comme Morozov, comme Sokolov, comme Komarov, comme tous les autres. Grigori se leva et se dirigea vers la tente du sergent-major Petrovitch. Il fallait commencer, avant qu'il ne soit trop tard. Il est encore temps. Le sergent-major Petrovitch était assis près du feu, en train de repriser une chaussette. C'était une habitude bien ancrée. Au front, il faut tout réparer soi-même. Il aperçut Burda et hocha la tête. « Vous n'arrivez pas à dormir ?»« Je n'arrive pas à dormir, » dit Grigori en s'asseyant à côté de moi. « Sergent, puis-je vous poser une question ?»« Demandez. »« Étiez-vous chasseur en temps de paix ?» Petrovitch le regarda avec surprise. « Oui, je l'étais. Comment le sais-tu ?»« Tu me l'as dit, à propos de la taïga, à propos de l'ours qui a été abattu. »« Ah, ça. Eh bien, oui, j'étais chasseur. J'ai erré dans les bois pendant 20 ans. » Petrovitch posa sa chaussette. « Que me demandez-vous » Burda marqua une pause, choisissant ses mots. « Racontez-moi, quand vous chassiez un animal, un gros animal, un animal dangereux, comment avez-vous agi » Le contremaître plissa les yeux. « Ça dépend de l'animal. On ne peut pas abattre un ours, par exemple, en l'approchant furtivement. Il a l'odorat, il a l'ouïe. Il faut le chasser à l'affût, ou le rabattre. Et un sanglier est rusé. On peut suivre sa piste toute la journée, il finira par vous contourner et vous attaquer par derrière. Donc vous devez le déjouer. Bien sûr. À la guerre comme à la chasse, il faut être rusé. Sinon, on finit par devenir soi-même une proie. » Burda hocha la tête et regarda le feu. « Et si la bête est plus forte que toi, bien plus forte, elle a des griffes, des crocs, de la force, et toi tu n'as qu'un fusil et une tête. Alors il vous faudra certainement de la ruse, dit Petrovitch en sortant son étui à cigarette et en roulant une cigarette. Je vais vous parler des loups. Durant l'hiver 41, avant la guerre, j'étais parti chasser l'orignal. Je suis arrivé dans une clairière et j'ai vu une meute de loups. 7 loups. Ils encerclaient l'orignal, un vieux mâle avec des bois. Un orignal est plus fort que n'importe quel loup. Un coup de sabot vous briserait les os. Un coup de bois vous réduirait en miettes. Mais 7? Et quoi? Et ils l'ont eu rusé. Ils ne l'ont pas attaqué de front, ils l'ont contourné. L'orignal tournait sur lui-même, ne sachant plus qui regarder. Il était épuisé. C'est alors qu'ils ont bondi, par derrière, toute la meute. 1 minute plus tard, l'orignal avait disparu. Petrovitch tira une bouffée. La fumée se dissipa dans l'air nocturne. Un animal n'a pas besoin de cerveau, mais il comprend. Un ennemi puissant doit être attaqué par derrière. Mais nous, les êtres rationnels, nous l'attaquons de front. Et nous mourrons. Grigori sentit soudain quelque chose se déclencher dans sa tête. Des loups. Une meute. Derrière lui. Oui, c'est ça. Sergent, dit-il lentement, et si je trouvais un moyen de frapper les Allemands par derrière? Petrovitch tourna brusquement. Comment ça? Je ne peux pas encore l'expliquer, je dois le tester. Mais si ça marche, nous arrêterons de brûler comme des allumettes. Le sergent le regarda longuement, puis il hocha la tête. Parlez, de quoi avez-vous besoin? Du temps et un réservoir à inspecter, et personne pour intervenir, surtout pas les supérieurs.
Le patron, gloussa Petrovitch. Le patron aime que les choses soient faites dans les règles. Mais j'ai l'impression que vous avez trouvé quelque chose qui ne l'est pas. Ce n'est pas tout à fait conforme à la réglementation, a admis Burda. Alors fais-le discrètement, la nuit. Je te couvrirai en cas de problème. Et s'il t'attrape, je ne te connais pas. Marché conclu? Ça arrive. Merci, sergent. Petrovitch fit un geste de la main. Allez, je veux vivre. Et vous tous aussi. Si vous avez vraiment une idée, foncez. Mais dépêchez-vous. Le temps presse. Burda se leva et se dirigea vers son char. Un plan se formait déjà dans son esprit. Il nous faut d'abord tester l'idée elle-même. Un char avec sa tourelle déployée paraît-il réaliste? Les Allemands croiront-ils qu'il est hors de combat? Deuxièmement, il faut s'entraîner aux tactiques elles-mêmes. Combien de temps pouvez-vous rester immobile? À quelle vitesse pouvez-vous orienter la tourelle et tirer? Troisièmement, convaincre l'équipage. Ensuite, prendre le commandement. Enfin, l'utiliser au combat. De nombreuses étapes, peu de temps, mais il n'y a pas d'autre issue. Le lendemain matin, juste après le petit déjeuner, Burda rassembla son équipage. Il les emmena à l'écart des autres et dit « J'ai une idée, je veux la tester. Pouvez-vous m'aider ?» Gonchar, Kovalchuk, Matveyev et Lisitsky échangèrent des regards. « Quelle est l'idée, commandant ?» demanda Kovalchuk avec prudence. « Je vais d'abord vous montrer. Ensuite, je vous expliquerai. Maintenant, faites ce que je vous dis. Entrons dans le réservoir. » Ils s'assirent. Burda entra dans l'écoutille du commandant. Les autres prirent place. Kovalchuk, faites pivoter la tourelle vers l'arrière, 180 degrés. Pointez le canon droit vers l'arrière. Retour? Le mitrailleur ne comprit pas. Commandant, à quoi bon? Je t'expliquerai plus tard. Retourne-le. Kovalchuk haussa les épaules. Il commença à actionner le mécanisme de rotation. La tourelle se mit lentement en mouvement. 30 degrés, 60, 90, 120, 150, 180. Le canon pointait désormais droit vers l'arrière. L'arrière du char était orienté vers l'avant. « Halte! Immobilisez-vous !» ordonna Burda. « Tout le monde, immobilisez-vous! Ne bougez pas, pas même la tête !» Silence dans le char. L'équipage restait immobile. Grigori se pencha hors de l'écoutille. Il s'éloigna d'une trentaine de mètres. Il fit demi-tour. J'ai regardé ma voiture. Le T-34 était légèrement en biais par rapport à la route. La tourelle était tournée vers l'arrière. Le canon était pointé à l'opposé de l'ennemi potentiel. Les écoutilles étaient fermées. Aucune fumée, aucun mouvement. De l'extérieur, il ressemble à un char d'assaut classique mis hors de combat. L'équipage est mort ou a fui. Le véhicule est abandonné. Oui, pensa Burda. Oui, visuellement, ça fonctionne. Il retourna au char et tapota le blindage. « Sortez, prenez du recul, voyez par vous-même. » L'équipage est sorti. Ils se sont éloignés. Ils sont restés silencieux, à contempler leur machine. Et alors? Gonchar ne comprenait pas. Ce n'est qu'un char, juste la mauvaise tourelle. Exactement, dit Burda. La tourelle est dans la mauvaise direction. Comme un char détruit. Les Allemands en ont vu des milliers. C'est un spectacle familier pour eux. Un véhicule hors d'usage, un équipage mort. Kovalchuk hocha lentement la tête. Je comprends. On fait semblant d'avoir été abattu. Oui. Mais pourquoi? Alors les Allemands passaient, sans tirer, s'approchaient. Et nous? Et nous allons faire pivoter la tourelle et la projeter contre leur poupe, conclut Matveyev. Il sourit lentement. Astucieux, commandant. Très astucieux. Lisitsky se gratta l'arrière de la tête. Mais ça, c'est risqué. Il faut rester immobile. Combien de temps? 1 minute? 2? 5? Et s'il tire quand même? S'il tire, on meurt, dit simplement Burda. S'il ne tire pas, il meurt. Il n'y a pas d'autre choix. Maintenant, on les attaque de front et on brûle, tous ensemble, l'un après l'autre. Voulez-vous que ça continue?
Silence. « Je ne veux pas, dit Kovalchuk d'une voix douce. Nous avons enterré Sokolov hier. Il avait une fiancée. Il nous a montré une photo. Et maintenant, sa voix se brisa. Exactement, dit Burda en regardant tout le monde. Je ne peux pas promettre que ça marchera, mais nous devons essayer, avant que nous le mourions tous. Êtes-vous avec moi ? Gonchar fit le premier à se manifester. Je suis d'accord avec vous, commandant. La mort est inévitable, alors essayons au moins d'être intelligents. Et moi aussi, a dit Medveyev. Et moi, a ajouté Lizitsky. Kovalchuk marqua une pause, puis il hocha la tête. Commandant, si jamais quelque chose tourne mal, je serai le premier à sortir par l'écoutille. J'ai une petite amie qui m'attend. Je veux la revoir. D'accord, dit Burda en lui tapotant l'épaule. Alors commençons les répétitions. Entrons dans le char. Ils ont passé les 2 heures suivantes à s'entraîner à la manœuvre. Faire pivoter la tourelle prend 20 secondes. C'est lent. Il faut faire plus vite. Kovalchuk fit tourner le volant d'inertie de toutes ses forces. 15 secondes. Mieux. Puis, le silence. Asseyez-vous et attendez. Ne respirez pas bruyamment. Ne faites aucun bruit. C'est difficile. Très difficile. Quand on sait que l'ennemi est proche, chaque seconde paraît une éternité. Burda a chronométré. 1 minute. 2. 3. Ça suffit, dit-il. Dans un vrai combat, ça ne durera pas plus de 3 minutes. Les Allemands passeront leur tour ou tireront. La tourelle pivote alors. Depuis sa position arrière, elle pointe vers la cible. 180 degrés. 15 secondes supplémentaires. Cela prendra beaucoup de temps, a déclaré Burda. L'Allemand aura 15 secondes pour se retourner et réagir. Et si on faisait pivoter la tourelle non pas de 180 degrés, mais de 150 degrés, suggéra Kovalchuk. On aurait toujours l'impression qu'elle a pivoté, mais elle reculera plus vite. Nous avons vérifié. Oui, plus rapide. 12 secondes. C'est suffisant, décida Burda. Continuons l'entraînement. Le soir venu, l'équipage avait perfectionné la manœuvre au point de la rendre automatique. Faire demi-tour, 15 secondes. Attendre à tout moment. Se tourner vers la cible, 12 secondes. Feu! Nous continuerons demain, a déclaré Grigori. Nous devons encore déterminer nos positions, où nous positionner, comment nous camoufler, comment battre en retraite si quelque chose tourne mal. Mais ce soir-là, un problème surgit. Il s'appelait le commandant Kravchenko. Le commandant du bataillon appela Burda. Il se tenait là, les bras croisés sur la poitrine, le visage sombre. « Sergent-chef Burda, qu'avez-vous fait toute la journée ?»« Entraînement, camarade major. »« Quel entraînement ? On m'a dit que votre char faisait tourner sa tourelle d'avant en arrière toute la journée, comme un manège. Et vous, vous couriez autour. À quoi jouez-vous ?» Burda a avalé. « Je t'ai eu. »« Camarade major, je m'entraîne à de nouvelles tactiques. » « Quelle tactique ? » ?»« Tactique pour tromper l'ennemi. » Kravchenko plissa les yeux. « Expliquez. » Grigori me l'a dit. Brièvement, sans détour. L'idée, c'est de tourner la tourelle, faire semblant d'être mis hors de combat, laisser les Allemands s'approcher, les frapper à l'arrière. Le commandant de bataillon écouta en silence, le visage impassible. Lorsque Burda eut terminé, le major le fixa longuement. Puis il dit « Absurde. »« Camarade major, c'est absurde, sergent-chef, un pur pari. Vous voulez que le char reste immobile sous le nez des Allemands et espérer qu'ils ne tirent pas ? Ils ne tireront pas sur un char détruit, camarade major. C'est du gaspillage de munitions. Et s'ils tirent ? Et si votre char est mis hors de combat ? Nous perdrons le véhicule et l'équipage. » « On perd déjà des véhicules et des équipages, camarade major, » dit Burda, la voix brisée par l'émotion. « Chaque jour, 3 ou 4 chars. On ne peut pas continuer comme ça. On va tous périr brûlés vifs. »« Voilà comment on se bat, aboya Kravchenko.
Vous comprenez? Il y a des règlements, il y a des instructions tactiques, écrites par des gens intelligents, pas par le premier sergent que vous croiserez. Les gens intelligents sont au quartier général, dit Bourda d'une voix calme. Ils ne périssent pas dans les chars. Ils ne voient pas leurs camarades mourir. Ils ne font pas le bilan de leurs pertes chaque soir. Kravchenko s'avança vers lui. Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Un mot de plus et je vous traduis un cours martial pour atteinte à la discipline militaire. Compris? Compris, camarade major. Pas de tactique d'amateur, pas d'expérimentation. Combattez comme il se doit. Compris? Oui, monsieur. Gratuit. Burda partit. Ses mains tremblaient. Non pas de peur, mais de rage, d'impuissance. Il savait que l'idée était la bonne. Il le sentait au fond de lui. Mais le commandant de bataillon ne comprend pas, ou ne veut pas comprendre. Il a peur des responsabilités, peur de désobéir aux ordres. Et des gens meurent, chaque jour. Grigori s'approcha de son char. Il s'assit sur le blindage. Il alluma une cigarette, même s'il ne fumait pas d'habitude. Kovalchuk sortit de la tente et s'assit à côté de moi. Qu'a dit le commandant du bataillon? Il l'a interdit. Du tout? Pas du tout. Silence. Et maintenant? Demanda Kovalchuk. Burda tira une bouffée. La fumée lui brûla la gorge. Il expira. Je ne sais pas, Sioma. Je ne sais pas. Ils restèrent assis en silence. La nuit tombait. Quelque part à l'ouest, un grondement se fit entendre. Une bataille faisait rage. Un char était en feu. Des hommes mouraient. Le sergent-major Petrovitch est alors venu s'asseoir de l'autre côté. J'ai entendu dire que le commandant du bataillon vous couvrait. Tout le monde l'a probablement entendu, a gloussé Burda. Il criait si fort qu'on pouvait l'entendre jusqu'à Berlin. Kravchenko a peur, dit Petrovitch. Pas pour lui-même, mais pour son grade. On lui a promis les épaulettes de colonel si la brigade se bat bien. Mais s'il autorise de nouvelles tactiques et qu'elles échouent, il ne reverra jamais ses épaulettes. C'est pour ça qu'il a peur. Et les gens? Pense-t-il aux gens? Il le pense, mais le grade compte plus pour lui. Il y en a beaucoup comme lui, Grigori. En temps de guerre comme en temps de paix. La carrière passe avant la conscience. Burda jeta le mégot. Il l'écrasa. Alors que dois-je faire? Abandonner? Regarder tout le monde mourir? Petrovitch resta silencieux. Puis il dit « Ne demandez pas la permission. » Comment ça? Voilà. N'y réfléchissez pas. Agissez. Au combat. Quand la situation se présente, appliquez votre tactique. Si elle fonctionne, le commandant de bataillon lui-même se vantera d'en être l'inventeur. Si elle échoue, eh bien, vous n'en aurez plus rien à faire. Ceci constitue une violation de l'ordre. Il n'y avait pas d'ordre pour utiliser vos tactiques. L'entraînement était interdit. Et au combat, faites ce que vous voulez. L'important, c'est le résultat. Ce sont les résultats qui gagnent les guerres, pas les rapports exacts. Kovalchuk acquiesça. Le sergent-major a raison, commandant. Nous sommes avec vous. Si vous nous ordonnez de faire pivoter la tourelle au combat, nous le ferons. Le risque existe toujours, peu importe où l'on tire. Burda les regarda. Le fidèle canonnier, le sage sergent-major, des gens bien, les bonnes personnes. D'accord, dit-il. Nous attendrons l'occasion. Mais nous devons continuer à nous entraîner, discrètement, la nuit, pour que personne ne nous voie. La nuit, soit, approuva Petrovitch, je préviendrai les gardes, je leur dirai que vous vérifiez le matériel. Durant les 3 jours suivants, Burda et son équipe s'entraînèrent de nuit. Rotation de la tourelle, stabilité, visée rapide, tir. 20 fois, 30, 50. Les mains de Kovalchuk étaient calleuses à force de tourner sur le volant d'inertie. Mais il ne se plaignait pas. Il continuait à tourner, de plus en plus vite. 11 secondes, 10, 9 et demi. Ça ne va pas s'arranger, dit le mitrailleur. On ne fera qu'endommager davantage le mécanisme.
Ça suffit, approuva Burda. 9 secondes et demie, c'est bien. Durant la journée, Grigori étudiait les cartes. Il étudiait le terrain. Il cherchait des endroits où il pourrait mettre en pratique ses tactiques. Il avait besoin un espace dégagé permettant aux Allemands de voir le char de loin, un abri à proximité, une colline, une forêt, un ravin, où vous pouvez vous réfugier rapidement après une attaque. La voie par laquelle les Allemands peuvent lancer une offensive. Il y avait 3 endroits de ce genre. Burda s'en souvenait, au cas où. Le 21 juin, le commandant de bataillon a réuni les commandants. « Camarades, nous avons reçu des ordres. Demain à l'aube, les Allemands lanceront une offensive sur notre secteur. Les renseignements détectent un regroupement de leurs chars près de la colline 112. Il s'agirait d'une 20aine à une 30aine de véhicules, dont des chars Tigre. » Les commandants échangèrent un regard. La brigade ne disposait que de 16 chars opérationnels, 20 contre 16. Et parmi ces 20 chars se trouvaient des Tigres. « Votre mission est de tenir la ligne entre Berezovka et Lyubomirovka. Empêcher les Allemands de traverser la rivière. S'ils parviennent à percer, ils encercleront toutes nos forces. Des questions ? » Il n'y avait pas de questions. Tout était clair pour tous. Demain serait un bain de sang. « Commandant du char 234, le sergent-chef Burda, » appela Kravchenko. « C'est moi, camarade-major. Votre char prendra position sur la colline 78, à la lisière de la forêt, sur le versant sud. Couvrez le flanc gauche. C'est clair ?» Burda déplia mentalement la carte. Altitude 78. Il se souvenait de cet endroit. Une colline couverte de buissons. Au sud, une forêt clairsemée. Au nord, un champ ouvert, à 3 km du prochain refuge. Si les Allemands traversent ce champ... Camarade-major, et si les Allemands passaient au nord des hauteurs, à travers le champ? Alors affrontez-les avec le feu, sur place. Que demandes-tu, Burda? As-tu peur? Non, camarade-major. Je précise cela pour que nous comprenions bien la tâche. La tâche est claire, tenir bon et combattre. C'est tout. Vous êtes libre. Burda sortit. Son cœur battait la chamade. Colline 78. Un champ. Les Allemands passeraient par là, il le sentait. C'était le chemin le plus court vers le point de passage. Terrain plat, pratique pour les chars. Et en hauteur, vous pouvez vous positionner de façon à ce que les Allemands passent à moins de 50 mètres, voire même plus près. Vous pouvez appliquer vos propres tactiques. Enfin. Le soir venu, il réunit l'équipe. Il dit « Il y a un combat demain, probablement le plus important de notre vie. » « Allons-nous mettre votre idée en pratique, commandant » demanda Gonchar. « Si la situation évolue, nous l'appliquerons. Êtes-vous prêt » Silence. Puis Kovalchuk hoche la tête. « Prêt. » « Alors il est temps de dormir. On se lève à 4 heures demain. » Burda ne dormit pas cette nuit-là. Il resta allongé sur sa couchette, fixant le plafond de la tente. Je me suis dit « Et si c'était de la folie ? Et si je me trompais ? Et si les Allemands tiraient réellement ? Ou s'ils constataient que le char était intact ? Ou... » J'ai eu beaucoup de pensées, toutes mauvaises. Il sortit une photo de sa mère. Il la regarda. Sa mère souriait sur la photo, un sourire d'avant-guerre, paisible. « Pardonne-moi, maman, » dit Grigori en silence. « Je ne serai peut-être pas de retour demain, mais j'essaierai. J'essaierai de faire en sorte que les autres reviennent, pour que Sioma puisse retrouver sa fiancée, pour que Gonchar puisse revoir ses enfants, pour que Matveyev et Lizitsky puissent vivre assez longtemps pour voir la victoire. » Il rangea la photo et ferma les yeux. Aux alentours de l'aube, je suis tombé dans un profond sommeil. J'ai rêvé de chars détruits, de gens en flammes et de tourelles déployées. À 4 heures du matin, Gonchar le réveilla. « Commandant, levez-vous, il est temps. » 22 juin. Exactement 2 ans après le début de la guerre. Burda se lava à l'eau froide de son casque. Il se rafraîchit. Il prit son petit déjeuner, du porridge, du pain et du thé. Il mangea tranquillement, peut-être pour la dernière fois. L'équipage était silencieux. Chacun pensait à ses propres choses, à sa maison,
assez proche, à la possibilité de mourir aujourd'hui. Nous sommes montés à bord du char à 5 heures du matin. Le moteur a démarré du premier coup, bon signe. Nous avons mis le cap sur la colline 78. Le trajet dura 20 minutes. Nous arrivâmes à la nuit tombée. Nous prîmes position sur le versant sud. De là, nous avions une vue dégagée sur le champ de bataille. 3 kilomètres d'espace vide. Un lieu idéal pour le combat. Et pour une embuscade. Burda se pencha hors de l'écoutille et observa les alentours. À sa gauche s'étendait une forêt clairsemée, mais suffisante pour le protéger. À sa droite, un ravin se trouvait à environ 200 mètres. Il pourrait s'y réfugier en cas de besoin. Au loin, un champ. Vide. Silencieux. Le brouillard rase le sol. C'est l'aube. 6 heures du matin. 7 heures. Silence. Seuls les oiseaux chantent, comme s'il n'y avait pas de guerre. À 7h30, le grondement des moteurs se fit entendre derrière la forêt, sur la droite. « Ils arrivent », a dit Burda. « Chacun à son poste. Niveau de préparation 1. » Gonchar posa les mains sur les leviers. Kovalchuk s'appuya contre le tireur. Matveyev se tenait à la culasse, l'obus déjà en main. Lizitsky alluma la radio. « Il travaille sur le récepteur », a-t-il rapporté. « J'entends des conversations en allemand. Beaucoup de voitures. » « Combien ? » ?»« Je n'arrive pas à comprendre, mais il y a beaucoup de choses. » Burda regarda dans le périscope. Le brouillard se dissipait. Le champ s'ouvrait. Et les voici. D'abord, une silhouette massive. La tourelle est basse et large. Un tigre. Derrière, un deuxième. Un troisième. Un quatrième. 12. Grigori a compté 12 tigres. Mon Dieu. 12. Commandant, dit Gonchar d'une voix rauque, c'est... Silence, lança Burda. Le plus important maintenant, c'est de rester caché. Silence. La colonne allemande traversa le champ, lentement, avec assurance. Ils savaient que les chars soviétiques étaient quelque part devant eux. Mais ils n'avaient pas peur. Des tigres contre des T-34. C'était une raclée. Burda compta la distance. 2 kilomètres. 1 kilomètre et demi. 1 kilomètre. Il vise le sommet. Lui, tout simplement. « Commandant, est-ce qu'on bat en retraite ?» demanda Kovalchuk, la voix tremblante. « Non, » répondit Burda, surpris de son propre calme. « Nous allons mettre le plan à exécution. » Kovalchuk, lorsqu'ils seront à 300 mètres, oriente la tourelle de 150 degrés vers l'arrière. Immobilisation générale. Silence radio. Faites le mort. « Mangez !» Gonchar, ne coupez pas le moteur. Laissez-le tourner au ralenti. Si nous devons battre en retraite, nous le ferons immédiatement. « Mangez !» Matveyev, préparez l'obus, perforant. Dès que la tourelle sera retournée, chargez-le immédiatement. « Mangez !» Lizitsky, taisez-vous à la radio, éteignez l'émetteur, seulement le récepteur. Mangez, 900 mètres, 800, 700. Les tigres avançaient en formation. L'intervalle entre les véhicules était d'une centaine de mètres. En tête se trouvait le char de commandement. Un officier, accroché à la tourelle, observait aux jumelles. 600, 500, 400. Kovalchuk, tourne la tourelle, ordonna Burda. Vite! Le tireur saisit le volant d'inertie. Il le fit tourner. La tourelle commença à glisser. Le cliquetis du mécanisme était assourdissant. 30 degrés, 60, 90, 120, 150. « Arrêtez !» haleta Burda. Tout le monde immobile, pas un bruit. Silence dans le réservoir. Seules des respirations. Fortes, rapides. Burda regarda dans le périscope. La colonne allemande approchait. 300 mètres. 250. 200. Le tigre de tête atteignit les hauteurs. Le commandant dans la tourelle tourna la tête. Il regarda en direction de Burda. Grigori se figea. Il ne respirait plus. Deuxième. 2. 3.
L'officier allemand regarda le char soviétique, la tourelle déployée, le véhicule immobile. Puis il fit un geste de la main et cria quelque chose à ses hommes. La colonne reprit sa marche. Il a pris Bourda pour un char endommagé. Ça a marché. Oh mon Dieu, ça a marché. 150 mètres, 170. Le deuxième tigre passa. Le troisième, le quatrième, le cinquième. Ils marchaient à une vingtaine ou une trentaine de mètres du char soviétique. Ils l'ont vu. Mais ils m'ont pas tiré. On ne peut pas tuer un mort 2 fois. 6e, 7e, 8e. Il faisait une chaleur insupportable dans le réservoir. La sueur lui coulait dans les yeux. Bourda n'osait pas s'essuyer le visage. Il avait peur de bouger. 9e, 10e, 11e. Le dernier, le 12e tigre, passa, s'éloignant de 50 mètres. La colonne est passée. Les 12 véhicules. Ils sont maintenant devant Bourda. Ils lui tournent le dos. Arrière. L'arrière vulnérable des chars allemands. Kovalchuk, dit Bourda d'une voix calme, oriente la tourelle vers la dernière, la 11e. Je te donne 10 secondes. Matveyev, prépare-toi à charger. Gonchar, à mon ordre, recule. Mangez! Le tireur agrippa le volant d'inertie. La tourelle se mit à pivoter, en arrière. Le canon se déplaça lentement vers la gauche, en direction de la cible. 10 secondes semblaient une éternité. « J'ai trouvé !» annonça Kovalchuk d'une voix rauque. « Distance ? 50 mètres. Poupe. Tir dégagé. Feu !» Un fracas. Le char a reculé d'un coup. La douille a teinté sur le sol. Bourda regarda à travers le périscope. Traînée de traces. Impact. Explosion à l'arrière du Tiger. Le véhicule allemand a fait un à-coup et s'est arrêté. De la fumée s'échappait du compartiment moteur. « C'est bon !» cria Kovalchuk. « C'est bon !»« Chargez !» ordonna Bourda. « Suivant !» Matveyev lança l'obus. Le verrou cliqueta. Les Allemands comprirent qu'ils étaient tombés dans une embuscade. Un char tigre déploya sa tourelle. Trop tard. Feu! Deuxième tir. L'obus perça l'arrière du char allemand. Éclair. Explosion. La tourelle fut projetée en l'air. 2. Le troisième tigre commença à pivoter tout son corps. Lentement. À peine. Feu! Troisième. Le quatrième allemand fit demi-tour pour tenter de s'échapper. Le cinquième se mit à fumer. Au quatrième! Feu! Quatrième. Le char soviétique fonctionnait comme une mitrailleuse. Tirer, charger, tirer, charger. Kovalchuk visa rapidement. 50 mètres. Impossible de rater. La poupe, facile à pénétrer. 5e. 6e. 7e. 7 tigres brûlaient. En 4 minutes. Les 5 autres firent demi-tour, commencèrent à battre en retraite. Ou tentèrent de trouver une cible. Un coup de feu a été tiré. Le projectile est monté trop haut. Il n'avait pas bien visé. Le 8e tigre orienta sa tourelle vers Bourda. Lentement. À peine. Une grande tourelle implique une grande inertie. « Potter, inversion, maintenant !» hurla Bourda. Le mécanicien actionna les leviers. Le char fit un bond en arrière, en haut de la pente, dans les buissons. L'obus allemand a raté sa cible, à 1 mètre du bord. « Allons-y, par-delà la colline, vite !» Le T-34 reculait en rampant. Ses chenilles mordaient le sol. Le moteur rugissait. Les Allemands ouvrirent le feu. Mais Bourda avait déjà disparu derrière le talus. Des obus explosèrent tout près. L'un d'eux, tout près. Le char trembla. Mais il n'y a pas de trou, ils sont intacts. Au-delà de la colline, Gonchar arrêta la voiture. Silence. Toute l'équipe respirait comme des chevaux épuisés. « Vivants ?» demanda Bourda. « Rapport. »« Nous sommes vivants, commandant, » croassa Gonchar. « En vie, » répéta Kovalchuk. Matveyev hocha la tête. Il était incapable de parler. Lizitsky retira son casque. Ses mains tremblaient. « 7, » murmura Kovalchuk.
Nous en avons éliminé 7. 7 tigres. Mon Dieu, est-ce vrai? Burda se pencha par la trappe. Il regarda. Dans le champ, derrière la colline, 7 chars allemands brûlaient. Une épaisse fumée noire s'élevait dans le ciel. 7 tigres. En 4 minutes. Ils ont réussi. Son plan fou a fonctionné. Grigori s'enfonça de nouveau dans le réservoir. Il s'assit. Il se couvrit le visage de ses mains. J'avais envie de pleurer. Non, pas de chagrin, de soulagement, de bonheur. Ils sont vivants, tous les 5, vivants. 7 équipages allemands étaient morts. Un rapport de 7 contre 1. Un tel ratio n'avait jamais été observé auparavant sur un T-34. « Commandant, dit Matveyev, c'est brillant. Vous êtes un génie. » « Je ne suis pas un génie, » répondit Burda d'une voix calme. « Je ne voulais tout simplement pas mourir. Et je ne voulais pas que vous mouriez. » Lisitsky éclata soudain de rire, hystériquement, bruyamment. « Nous sommes vivants, vous m'entendez? Nous sommes vivants, et eux, ils sont morts, morts !» Le potier le serra dans ses bras. « Silence, mon frère, silence. Tout va bien. Nous allons tous bien. » La radio s'anima, la voix du commandant de bataillon. « 234, ici Grom, que se passe-t-il? Je vois de la fumée, beaucoup de fumée, signalez-moi. » Burda a pris le micro. « Thunder, je suis le numéro 234. 7 chars ennemis détruits. Tous des tigres. Aucune perte amie. Chars opérationnels. Je poursuis la mission. » Un long silence. Puis, « Répétez. Combien en avez-vous abattu, selon vous? » 7, camarade major. 7 tigres. Un autre silence, puis une autre voix, inconnue. C'était le commandant de brigade qui prenait contact. « 234, je suis Hawk. Confirmez l'information. 7 chars? » « Oui, monsieur, camarade colonel. 7 chars tigres. Ils brûlent dans le champ au nord de la colline 78. » « De quelle manière ?» Burda resta silencieux. Puis il dit « Tactique peu conventionnelle, camarade colonel. Je vous ferai un compte-rendu lors de notre prochaine rencontre. Je vous attends au point de contrôle, immédiatement. Mangez !» Burda regarda l'équipage et sourit. « Bon, il semblerait que nous devions expliquer comment nous avons procédé. »« Et si nous devions comparaître devant un tribunal ?» demanda Lisitsky, effrayé. « Pour 7 tigres détruits ?» Matveyev a ri. « Ils nous porteront dans leurs bras. » Et c'est ainsi que cela s'est produit. Lorsque Burda et son équipage arrivèrent au poste de commandement, ils furent accueillis en héros. Le colonel Saveliev, commandant de la brigade, se tenait à l'entrée de l'abri. Le major Kravchenko se tenait à côté de lui. Tous deux arboraient des expressions étranges, un mélange d'incrédulité, de joie et de stupeur. « Sergent-chef Burda ?» demanda le colonel en s'avançant. « Moi, camarade colonel. »« 7 tigres, dites-vous » ?« Oui, monsieur. Ils sont tous en feu. Nous pouvons vérifier. » « Nous avons déjà vérifié. Les renseignements le confirment. » Saveliev fixa Grigori intensément. « Expliquez-moi comment c'est possible. Vous n'avez qu'un T-34. Ils ont 12 chars lourds. Comment avez-vous pu en détruire 7 ?» Burda nous l'a dit, brièvement. La tourelle a pivoté, on a simulé un impact. Les Allemands sont passés, touchés à l'arrière. Saveliev écouta en silence, puis il secoua la tête. Il fallait y penser. Simple, mais génial. « J'ai proposé cette tactique il y a 3 jours, a interrompu Kravchenko. Burda et moi avons discuté des applications possibles. » Grigori se retourna brusquement. « Quoi ? Le commandant du bataillon ment ? Il l'avait interdit. » Mais Kravchenko le regarda calmement, un avertissement dans les yeux. « Ne discute pas, joue le jeu. » Burda a compris. Kravchenko joue la carte de la prudence. Il affirme avoir donné son accord lui-même. Pour que les supérieurs le sachent, c'était l'initiative du commandant de bataillon. Après tout, c'est sa carrière qui est en jeu. « Oui, camarade major, » dit lentement Grigori.
Nous en avons discuté. Bien, acquiesça Saveliev. Ce n'était donc pas une décision d'amateur, mais une décision mûrement réfléchie. C'est important. Il se tourna vers l'adjudant. Notez-le. La tactique du char mort. Auteur, sergent-chef Burda, avec l'aide du commandant Kravchenko. Nous devons envoyer la description à toutes les unités, qu'elles l'utilisent. Oui, camarade colonel. Saveliev a regardé Burda. Je vous récompenserai, vous et toute l'équipe. Cela mérite d'être récompensé. Maintenant, reposez-vous. Vous avez bien travaillé aujourd'hui. On reprend demain. Puis-je y aller ? Allez. Et Burda, bravo. Vous avez sauvé de nombreuses vies aujourd'hui. Pas seulement la vôtre. Grigori sortit. L'équipe attendait dehors. Ils le virent et l'encerclèrent. Bien ? Il y aura une récompense. Pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que nous sommes intelligents, gloussa Burda, et vivants. Allons-y, frères. Reposons-nous. Ils marchèrent vers leur char. Le soleil se couchait. Le tonnerre grondait encore à l'ouest. La bataille se poursuivait. Mais elle avait perdu de son intensité. Les Allemands battaient en retraite. La perte de 12 tigres, les 5 autres n'ayant pas atteint leur objectif, interceptés par d'autres chars, brisa leur progression. Le sergent-major Petrovitch attendait près du char. Il affichait un sourire jusqu'aux oreilles. « Héros, vous êtes des héros !»« Allons, sergent, » dit Burda gêné. « Quelle amende ! Toute la brigade parle déjà de toi. 7 tigres, c'est du jamais vu. » C'était le cas, objecta Matveyev. En 1941, près de Moscou, un seul KV a tenu tête à une colonne allemande entière. Pendant 24 heures, un seul char contre une division entière. Eh bien, ça, c'est un KV, char lourd. Et vous, vous avez un T-34, char moyen. C'est différent. Ils s'assirent près du char. Ils sortirent des conserves allemandes prises au combat. Ils les ouvrirent. Ils mangèrent en silence. Chacun était plongé dans ses pensées. Kovalchuk a été le premier à rompre le silence. « Commandant, vous n'aviez pas peur ? Quand ils sont passés, j'ai failli me faire dessus de peur. » « J'avais peur, » admit honnêtement Burda. « Très peur. Je pensais qu'ils allaient tirer et que ce serait fini. Mais j'ai tenu bon. Parce que je savais que si je faiblissais, si je bougeais, nous mourrions à coup sûr. Mais si je tenais bon, il y avait une chance. Vous avez des nerfs d'acier, commandant. Pas l'acier. Je ne voulais tout simplement pas mourir. C'est tout. » Le potier éclata de rire. « Voilà tout le secret, je ne voulais pas mourir. » Ils ont ri, fort, presque hystériquement. C'était une libération après la tension, après avoir regardé la mort en face et l'avoir vaincue. Puis les rires s'apaisèrent. Matveyev sortit une flasque et servit une gorgée à chacun. « Pour nous, frères, pour être en vie. Pour nous. » Nous avons bu. La vodka nous a brûlé la gorge, mais ça s'est arrangé. « Vous savez ce qui est le plus étrange ?» dit Lisitsky pensif. « Nous avons tué 7 équipages, 35 personnes peut-être, des Allemands. C'étaient des êtres humains eux aussi. Ils avaient des familles, des femmes, des enfants, comme nous. »« N'y pensez même pas, » dit Burda d'un ton dur. « Ce sont des ennemis. Ils sont venus sur nos terres. Ils tuent notre peuple. Si nous ne les avions pas tués, ils nous auraient tués, et des centaines d'autres aussi. C'est la guerre. Il n'y a pas de place pour les sentiments. » Je sais, c'est juste que ma tête tourne. « Qu'il y réfléchisse après la guerre, » dit Matveyev en lui tapotant l'épaule. « Pour l'instant, faisons notre travail. Ils nous tirent dessus, nous leur tirons dessus. C'est de bonne guerre. » La nuit se déroula dans le calme. Les Allemands n'attaquèrent pas de nouveau. Ils battirent en retraite. La brigade avait accompli sa mission. Elle avait tenu la ligne. Le lendemain, le colonel Saveliev réunit tous les commandants de chars. Burda était également présent. « Camarades, » commença le colonel. « Hier, le sergent-chef Burda a démontré comment combattre intelligemment.
non seulement avec bravoure, mais aussi avec ruse. Il a employé une nouvelle tactique que nous avons baptisée « tactique du char mort ». C'est simple. Le char fait pivoter sa tourelle, simule des dégâts, laisse l'ennemi s'approcher, puis tire sur l'arrière. Son efficacité a été prouvée. 7 chars tigres détruits lors d'une seule bataille. Les commandants restèrent silencieux. Ils écoutèrent. J'ordonne à chacun d'étudier cette tactique, de la pratiquer et de l'utiliser chaque fois que possible. Le commandant Kravchenko fera le briefing. Des questions ? Une main se leva. Le lieutenant Goryunov, un jeune commandant. « Camarade colonel, et si les Allemands tirent, le risque est élevé ?» « Le risque est toujours élevé, » répondit Saveliev. « Mais si vous attaquez le tigre de front, vous mourrez à coup sûr. En revanche, avec cette tactique, vous avez une chance de survivre et de gagner. Le choix vous appartient. Je vous recommande toutefois d'essayer. Aucune question n'a encore été posée. » Les jours suivants, Burda forma d'autres tankistes. Il leur montra comment faire pivoter la tourelle, comment immobiliser le tir, comment choisir une position et comment battre en retraite rapidement après une attaque. Tout le monde n'y croyait pas, mais certains ont essayé, et cette tactique a fonctionné, à maintes reprises. Le 3 juillet, le lieutenant Voronov l'utilisa. Il abattit 3 panthères et revint vivant. 8 juillet, sergent Koulik, 2 tigres. Le 12e, le lieutenant Charov, 4 Panzer IV. Les Allemands commencèrent à être désorientés. Ils ne parvenaient plus à distinguer les chars soviétiques réellement détruits de ceux qui faisaient semblant. Ils se mirent à tirer sur tous les véhicules immobiles, gaspillant leurs munitions. La nervosité les gagnait. Mais les équipages de chars soviétiques ont survécu, et ils ont gagné. Fin juillet, la tactique du char mort était employée dans d'autres brigades, puis dans d'autres divisions. Le commandement l'intégra à ses recommandations tactiques. Burda fut convoqué au quartier général du front. Il fit son rapport en personne au maréchal Joukov et lui exposa son idée. Joukov écouta, fronça les sourcils et posa des questions. À la fin, il a dit « Une idée judicieuse, sergent, simple mais efficace. Il nous faut plus d'idées comme celle-ci. Tout le monde cherche à frapper plus fort. Mais vous avez pensé à éviter d'être touché. C'est exact. Je vous récompense. Et je vous promeux. Vous êtes maintenant sergent-major et chef de section. Êtes-vous à la hauteur ? Je vais essayer, camarade maréchal. Efforcez-vous et transmettez vos connaissances. Les guerres ne se gagnent pas seulement avec des chars d'assaut. Les guerres se gagnent avec l'intelligence. Burda réintégra son unité avec le grade de sergent-major. Ses camarades le félicitèrent. Petrovitch, très ému, le prit dans ses bras. « Tu as bien grandi, Grigori. Bravo. Tu le mérites. » Mais le plus important n'était pas le classement. Le plus important, c'était les chiffres. De juin à août, la brigade a perdu 23 chars. C'est beaucoup. Mais en mai, avant le déploiement de la tactique Burda, elle en avait perdu 48 durant la même période. Plus de 2 fois plus petit. Plus de 2 fois plus d'équipages de chars encore en vie. La célébrité est arrivée de façon inattendue, et c'était étrange. Grigori Burda n'a jamais recherché la gloire. Il était mécanicien, un conducteur de camion-citerne, un homme qui voulait simplement survivre et aider les autres à survivre. Mais désormais, son nom était connu sur tout le front. « Un Burda, tourelle tournée », disaient les équipages des chars, et tout le monde savait de quoi il parlait. Une semaine après cette bataille, un lieutenant qu'il ne connaissait pas s'approcha de Grigori. Il était jeune, une vingtaine d'années. Il se présenta comme Sergueï Moukine, de la 3e brigade de chars. « Camarade sergent-major, dit-il, je tenais à vous remercier personnellement. »« Pourquoi ?» demanda Burda, surprise. « Nous ne nous connaissons pas ?»« J'ai utilisé votre tactique hier, » dit le lieutenant d'une voix rapide et enthousiaste. « J'étais au passage à niveau. J'ai vu 3 panthères arriver. J'étais seul. Je me suis dit, c'est la fin. Mais je me suis souvenu de vous. J'ai tourné la tourelle, j'ai fait le mort. Ils sont passés, à 30 mètres.
J'avais le souffle coupé. Et puis je me suis retourné et... Sa voix se brisa. Les trois, en 2 minutes. Mon équipage est sain et sauf. Tous les 5. Grâce à vous. Grigori ne savait pas quoi dire. Il serra la main du lieutenant. Je suis content, très content. Prenez soin de vous. On va essayer, sourit Moukine. Vous savez, le commandant de compagnie dit qu'on devrait vous ériger un monument, tant que vous êtes encore en vie. C'est trop tôt, a gloussé Burda. La guerre n'est pas finie. Mais ces conversations se répétaient souvent. Des tankistes d'autres unités s'approchaient de Grigori. Ils le remerciaient. Ils lui expliquaient comment ils avaient appliqué sa méthode, comment ils avaient survécu. Chaque histoire représente 4 ou 5 vies. Chaque équipage secouru représente les fils, les maris, les frères, les pères de quelqu'un. En août, la tactique du char mort fut officiellement intégrée aux brèves instructions tactiques pour l'utilisation des chars T-34. Le document fut distribué à toutes les unités blindées de l'armée rouge. Grigori tenait ce document entre ses mains. Il lut. Lorsqu'il est confronté à des forces ennemies supérieures en nombre, avec des abris et des positions favorables, il est recommandé d'employer la tactique de la simulation d'immobilisation. Le char prend position, pivote sa tourelle de 150 à 180 degrés, s'immobilise et cesse d'émettre de la fumée, simulant ainsi un véhicule hors service. Au passage de l'ennemi, une attaque surprise est lancée à courte portée, ciblant les points faibles des chars ennemis. Vinrent ensuite les détails techniques, schémas, recommandations. En bas, en petits caractères, développé sur la base de l'expérience de combat du sergent-major G.I. Burda, 121e brigade de chars. Maintenant, vous êtes dans les manuels scolaires, dit Petrovitch en lisant par-dessus son épaule. Comme Souvorov. Allons, sergent, Souvorov est un commandant, et moi je ne suis qu'un simple tankiste. Souvorov était lui aussi un simple officier autrefois, jusqu'à ce qu'il découvre une nouvelle façon de combattre. Vous aussi. Maintenant, tout le monde combat à votre manière. Pas tous, bien sûr, mais beaucoup. Les statistiques étaient tenaces. Elles étaient tenues par le Conseil militaire du front, et les chiffres parlaient d'eux-mêmes. En juin 1943, avant la mise en œuvre de la tactique Burda, les pertes de chars T-34 lors des combats contre les chars lourds allemands s'élevaient à 73%. Sur 10 chars engagés dans un affrontement avec des Tigres ou des Panthers, 2 ou 3 seulement survivaient. Août 1943, après le déploiement massif, les pertes ont chuté à 39%. 6 hommes sur 10 ont survécu. La différence, la vie de 3 ou 4 équipages sur 10 a été sauvée. Des dizaines de brigades de chars étaient déployées en première ligne. Cela signifie que des centaines de vies ont été sauvées, peut-être même des milliers. Grigori y pensait la nuit. Il était allongé sur son lit, il comptait. Si je sauve 10 équipages, ça fait 50 personnes. Si j'en sauve 100, ça fait 500 personnes. 500 vies. 500 mères ne recevront pas d'avis de décès. 500 épouses ne seront pas veuves. 500. Ces chiffres me donnaient le tournis, mais il y avait aussi d'autres chiffres, des chiffres amers. Cette tactique n'était pas toujours efficace. Parfois, les Allemands tiraient effectivement. Parfois, les équipages de chars, submergés par la pression, ouvraient le feu prématurément. Parfois, il manquait simplement de chance. Le sergent-major Koval, d'une brigade voisine, tenta la méthode de Burda. Il laissa les Allemands s'approcher à 40 mètres. Il commença à faire pivoter la tourelle, mais le mécanisme se bloqua. La tourelle s'immobilisa. Les Allemands se retournèrent et ouvrirent le feu. Koval fut tué, ainsi que tout son équipage. Quand Burda apprit cela, il ne dormit pas de la nuit. « C'est ma faute », pensa-t-il. « J'ai imaginé cette tactique. Koval l'a utilisée, et il est mort. Alors c'est ma faute ?» Le sergent-major Petrovitch l'a trouvé à l'aube, assis près du char, les yeux rouges. « Quoi, Grigori? Tu as découvert pour Koval ?»« Je l'ai découvert. »« Et vous vous en voulez à vous-même ? À qui la faute ? C'est moi qui ai inventé cette tactique. »« Koval n'est pas mort à cause de vous, » dit Petrovitch d'un ton dur.
Il est mort à cause de la guerre, à cause des Allemands. Parce que la tourelle de son char s'est enrayée. Mais pas à cause de vous. Il s'assit près d'elle. Écoutez-moi attentivement. Vos tactiques ont sauvé des centaines de vies. Des centaines. Certes, certains sont morts en les utilisant, mais beaucoup d'autres seraient morts si vous ne les aviez pas mis au point. Vous comprenez ? Je comprends, souffla Burda. Je comprends intellectuellement, mais mon cœur... J'ai mal au cœur, je sais. Le mien aussi. Nous souffrons tous. La guerre, c'est la souffrance, pour tout le monde. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous devons aller de l'avant, sauver ceux que nous pouvons. Grigori hocha la tête et s'essuya les yeux. « Merci, sergent. » « De rien. » Petrovitch lui tapota l'épaule. « Allons-y, tu vas rater le petit déjeuner. » À l'automne, même les Allemands connaissaient la méthode du char mort. Des instructions circulaient dans leurs unités. Tirez sur tous les chars soviétiques à l'arrêt, quel que soit leur état. N'approchez pas des véhicules dont la tourelle est déployée. Ces tactiques commencèrent à perdre de leur efficacité. Les Allemands s'adaptèrent. Mais il y avait un revers à la médaille. Les Allemands gaspillaient désormais des obus sur des chars déjà hors de combat. Ils perdaient du temps. Ils étaient nerveux. Ils avaient peur de chaque véhicule immobile. L'avantage psychologique est passé aux équipages de chars soviétiques. Ils voient des fantômes maintenant, a gloussé Kovalchuk. Chacun de nos chars représente une embuscade potentielle pour eux. Et ils ont raison d'avoir peur, a ajouté Matveyev. Qu'ils sachent qui ils combattent. Le 20 août, Grigori Burda fut convoqué à Moscou, au Kremlin. Il s'y rendit sans comprendre pourquoi. Au Kremlin, il fut reçu par le commissaire adjoint du peuple à la défense, le général d'armée Antonov. Ce dernier était grand, grisonnant et sévère. « Sergent-major Burda, » dit le général, « vous avez apporté une contribution exceptionnelle au développement des tactiques de chars. Votre méthode a sauvé la vie de centaines, voire de milliers de soldats de l'armée rouge. Le commandement vous en est reconnaissant. » Il lui tendit la boîte. « L'ordre du drapeau rouge, pour votre courage et votre ingéniosité. Portez-le avec honneur. » Grigori accepta la commande. Une lourde boîte. À l'intérieur, une étoile rouge sur fond blanc. « Merci, camarade général de l'armée. Merci. De la part de tous ceux qui ont survécu grâce à votre idée. » Antonov lui serra la main. « Retournez à votre unité, continuez à servir, et réfléchissez. Nous avons vraiment besoin de soldats aussi réfléchis. » Burda revint à la brigade en héros. Mais il éprouvait un sentiment étrange. D'un côté, il était fier. De l'autre, il savait que ce n'était pas fini. La guerre continuait. Et il avait simplement fait son devoir. Rien de plus. Ce soir-là, une fois les félicitations terminées, il s'assit près du char, seul, à contempler sa médaille. Un jeune sergent, que je ne connaissais pas, s'est approché. Il avait environ 19 ans. « Camarade sergent-major, je suis désolé de vous déranger. » « Parlez. »« Je suis de la 23e brigade. Je m'appelle Pavel. Pavel Skvortsov. Je suis chef de char. Depuis une semaine. Avant, j'étais chargeur. Donc, avant-hier, on a eu un combat. 5 des nôtres contre 8 Allemands. J'ai eu peur, vraiment. J'ai cru que c'était la fin. Mais je me suis souvenu de vous, de vos tactiques. Je les ai utilisées. L'homme parlait d'une voix hésitante. Ça a marché. On a détruit 4 chars. Ils sont tous revenus, sains et saufs. Et je voulais vous remercier. Mon chauffeur mécanicien, Sachka, sa femme et son fils sont encore à la maison. Un petit d'1 an. Maintenant, Sachka va le voir, après la guerre, grâce à vous. Grigori se leva et serra le garçon dans ses bras. Tu es un bon garçon, Pavel, courageux et intelligent. Prends soin de toi et de l'équipage. Je vais essayer, camarade sergent-major. Skvortsov partit, et Burda resta là à le regarder s'éloigner. Mon fils d'1 an verra son père, pensa-t-il. Grâce à quoi ?
grâce à un morceau de métal tourné à l'envers, une chose si simple, et les faits. Il observa ces hommes. Gonchar réparait un trou dans une voie ferrée. La bataille de la veille avait laissé des traces. Kovalchuk nettoyait un canon. Matveyev et Lizitsky fumaient et discutaient. Vivants. Tous vivants. Ils se battent depuis 4 mois maintenant. Et ils sont toujours en vie. Un fait rare pour des tankistes. « Hé, commandant !» cria Kovalchuk. « Qu'est-ce que vous attendez là? Allons dîner !»« J'arrive !» sourit Grigori. Oui, la vie continue. La guerre continue. Mais aujourd'hui, ils sont tous vivants. Et c'est l'essentiel. Grigori Bourda arriva à Berlin. Son char faisait partie de ceux qui prirent d'assaut la capitale du Troisième Reich au printemps 1945. L'équipage était presque inchangé. Seul Gonchar, mort près de Varsovie, fut remplacé par un nouveau mécanicien, un Minskois nommé Jouk. Les autres étaient les mêmes. Kovalchuk, Matveyev, Lizitsky. Tous 3 survécurent. Ils ont fêté le 9 mai 1945 au cœur de Berlin. Ils ont bu du schnapps de fortune. Ils se sont embrassés. Ils ont pleuré. « Nous en sommes arrivés là », répéta Matveyev. « Nous en sommes arrivés là, mes frères. Nous en sommes arrivés là. » Après la guerre, Grigori retourna à Poltava. Sa mère était vivante. Plus âgée, plus grise, mais vivante. Lorsqu'elle vit son fils sur le seuil, elle n'en crut pas ses yeux. Elle pensa qu'il hallucinait. Puis elle éclata en sanglots. Elle le serra dans ses bras et lui caressa la tête, comme à un petit enfant. « Vivante » murmura-t-elle. « Oh mon Dieu, vivante. Au moins l'une de nous est vivante. » Burda enterra ses frères. Il fit ériger un monument au cimetière. Du granit noir. 2 noms. 2 noms de famille. 2 prénoms. 2 garçons qui ne revinrent jamais. J'ai rapidement trouvé du travail. J'ai été embauché dans une usine de tracteurs, la même où je travaillais avant la guerre. J'étais contremaître. Je réparais les machines et je formais les jeunes. Il se maria en 1947 avec une femme de bien, une institutrice nommée Maria Petrovna. Ils eurent 3 enfants, 2 garçons et une fille. Il donna à ses fils les noms de ses frères. Souvenirs. Il vivait paisiblement, modestement. Il n'aimait pas se souvenir de la guerre. Il n'aimait pas parler de ses décorations. L'ordre du drapeau rouge était rangé dans le placard, enveloppé dans du papier journal. Il ne le sortait que pour les défilés. Mais parfois, 1 fois par an, des gens venaient le voir. D'anciens équipages de chars. Ceux qui avaient utilisé ces tactiques. Ceux qui avaient survécu grâce à la tourelle déployée. Ils arrivèrent, s'assirent dans la cuisine, burent et évoquèrent des souvenirs. Grigori écouta leurs récits, leurs combats, qui avait utilisé quelle méthode et où, qui ils avaient sauvé. En 1953, un professeur de l'Académie des forces blindées arriva. Il recueillit les témoignages des anciens combattants pour des manuels scolaires. « Camarade Burda, expliquez-nous plus en détail comment vous avez eu l'idée de votre tactique. » Grigori me l'a raconté. Il m'a parlé de chars en feu, de la peur, de ces moments passés assis près du feu à me souvenir comment son père lui avait appris à chasser. Des loups qui s'attaquent aux orignaux par derrière. « C'est incroyable, » dit le professeur. « La nature vous a suggéré une solution à un problème militaire. Cela montre que le génie réside souvent dans la simplicité. Vous avez vu ce que tout le monde voyait, mais vous avez compris ce que personne d'autre n'a compris. » « Je ne suis pas un génie, » rétorqua Burda. « Je ne voulais tout simplement pas mourir, et je cherchais un moyen de survivre. » C'est ainsi que naissent les grandes idées, par nécessité. La tactique du char mort était étudiée dans les académies militaires et décrite dans les manuels. Elle était considérée comme un exemple classique de ruse tactique. Grigori Burda figurait parmi les plus grands novateurs de la science militaire. Mais il ne s'est jamais considéré comme un grand homme. Il a dit ceci. « J'ai fait ce que j'ai pu dans cette situation. Quelqu'un d'autre à ma place aurait peut-être trouvé autre chose. J'ai simplement eu la chance d'y penser en premier. » Et il a également déclaré « Vous savez ce qui compte le plus ? Ce n'est pas d'avoir détruit 7 chars,
c'est que Kovalchuk soit rentré auprès de sa fiancée. Il s'est marié et a eu des enfants. Matveyev est rentré chez lui, auprès de sa famille. Lysitsky est resté en vie. Et des centaines, des milliers d'autres. Voilà ce qui compte. Pas la gloire, pas les médailles, mais des vies humaines. Grigori Ivanovitch Bourda est décédé en 1979, à Poltava, dans son lit. Il avait 64 ans. Plus d'une centaine de personnes sont venues aux funérailles. La moitié d'entre elles étaient des inconnus, d'anciens équipages de chars, leurs enfants, leurs petits-enfants. Ils se tinrent près de la tombe et dirent « Mon père a survécu grâce à lui. Mon grand-père a utilisé ses tactiques à Königsberg. Il est rentré chez lui. Sans Bourda, je ne serais pas là, parce que mon grand-père... » Kovalchuk arriva. Il était déjà âgé, 70 ans. Il avait 3 petits-enfants. Il se tenait près du cercueil. Il pleurait. « Merci, commandant, » murmura-t-il. « Merci d'avoir permis à chacun de survivre. Merci d'avoir pu voir ça. » Il désigna ses petits-enfants. « Sans vous, ils n'auraient jamais existé. » Matveyev n'est pas venu. Il est décédé en 1961. Mais son fils, lui, est venu. Il a apporté une couronne. On pouvait lire sur le ruban « De la part de la famille Matveyev, à l'homme qui a sauvé mon père. » Lysitsky se tenait à l'écart. Il fumait. Puis il s'approcha du cercueil. Il posa la main sur le couvercle. « À plus tard, Grigori Ivanovitch. Là-haut, tu peux dire à Gonchar et à tous les autres, nous avons survécu. Nous avons gagné. Grâce à toi aussi. » Et un homme, très jeune, d'une vingtaine d'années, apporta une vieille photo, jaunie. Elle montrait un T-34. Sur le blindage, on pouvait lire, griffonné à la craie, « Merci, Bourda. » « Voici le char de mon grand-père, dit le garçon. Il a combattu en 1944. Près de Lviv, il a utilisé vos tactiques. Il a détruit 3 chars allemands. Il a survécu. Il est rentré chez lui. Cette photo, il l'a gardée toute sa vie. Il disait souvent « Cet homme m'a donné une chance. » Je l'ai saisi. La photographie a été placée dans le cercueil, à côté de la médaille. Vous vous souvenez, au début, j'ai parlé d'un char, de 7 tigres et de 4 minutes de combat. Maintenant, vous connaissez toute l'histoire. Ce n'était pas de la magie. Ce n'était pas un miracle. Ce n'était pas une intervention divine. Cet homme ne voulait pas mourir. Il observait, réfléchissait, cherchait. Il se souvenait des leçons de chasse de son père. Il n'avait pas peur d'enfreindre les règles et de tenter ce qui paraissait fou. Un homme, une idée, une tour déployée, et des milliers de vies sauvées. La guerre emporte, toujours. Elle a coûté la vie à des millions de personnes. Elle a emporté les 2 frères de Grigori. Elle a emporté Gonchar, Petrovitch et des centaines d'autres. Elle a laissé des cicatrices sur le corps et l'âme de tous ceux qui l'ont vécu. Mais parfois, la guerre offre des opportunités. Elle permet de révéler ce dont une personne est capable. Pas seulement des prouesses militaires, mais aussi des prouesses intellectuelles. L'ingéniosité, la ruse. Trouver une issue là où il semble n'y en avoir aucune. Grigori Bourda n'était pas un général. Il n'était pas un scientifique. Il n'était pas un designer. Il était simple conducteur de char, mécanicien, sergent, puis sergent-major. Mais il a réfléchi, et cela a sauvé des vies. Un T-34 est toujours exposé au musée des blindés de Koubinka. Une plaque commémorative porte l'inscription « Le char à bord duquel a combattu le sergent-major G.I. Bourda, inventeur de la tactique du char mort ». La tourelle est orientée vers l'arrière, à un angle de 180 degrés. Les guides touristiques racontent cette histoire aux écoliers. L'histoire de 7 tigres. Environ 4 minutes. L'histoire d'un homme qui a déjoué la mort. Les enfants écoutent, bouche bée. Puis ils demandent « Est-ce vrai ? Ce n'est pas une invention ?» « C'est vrai, répondent les guides. Tout est vrai. Voici les documents, voici les récompenses, voici les photos. C'est arrivé. C'est arrivé. » Et cela a changé le cours de la guerre. Cela ne l'a pas gagné, non.
La tactique seule ne suffit pas à gagner une guerre, mais cela a sauvé des vies, beaucoup de vies. Et au final, ce sont les hommes qui gagnent les guerres, les êtres humains, les êtres pensants. Des gens comme Grigori Ivanovitch Bourda, mécanicien de Poltava, un homme avec une tour dépliée.